Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Africa Télévision. Merci pour votre fidélité. Ce soir, dans votre émission Théma, les grossesses en milieu scolaire, causes et conséquences avec Dr Ibrahim Aïdara, psychologue, promoteur du cabinet Psycho de A. Docteur Aïdara, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur. Merci vraiment d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir d'être là. Merci beaucoup. Merci à vous. Notre second invité est M. Garangolo Boubacar Koumaré, juriste, professeur principal de droit de l'enseignement secondaire général. Monsieur Koumaré, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Rissa. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Africa. Et merci de m'avoir invité sur la chaîne du continent. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Merci bien. Merci beaucoup. Notre troisième invité est Madame Adjaratou Bamba, père mobilisatrice jeune PCI, Population Service International. Madame Bamba, bonsoir. Bonsoir, monsieur Dissa, et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir m'avoir invité. Merci beaucoup. Merci. Et notre quatrième invité est M. Issa Traoré, infirmier d'État en service au lycée technique de Sikasso, prestataire au service de santé adapté aux jeunes. Monsieur Traoré, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Dissa. Et bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Et j'en suis très honoré de faire partie de cette émission. Nous aussi, on est très honorés de vous recevoir. Merci. Et vraiment, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Et pouvez-vous nous expliquer ce que c'est un prestataire au service de santé adapté aux jeunes? D'abord, qu'est-ce qu'un service de santé adapté aux jeunes? Ok, merci M. Dissa pour cette question. Un prestataire en service de soins adaptés aux jeunes dans un centre de santé, c'est un agent de santé qui a eu une formation en technique de communication et en soins adaptés aux jeunes. Voilà. Et qu'est-ce qu'on appelle soins adaptés aux jeunes? Les soins adaptés aux jeunes sont basés sur différents concepts, sont basés sur différents volets. Il y a les volets hommes, il y a les volets femmes, il y a les volets enfants, il y a les volets jeunes, adolescents et il y a les volets hommes. Voilà. Donc il y a des soins uniquement pour les jeunes, qu'ils soient garçons ou que ce soit des filles. Oui. Alors ce soir, nous parlons de grossesse en milieu scolaire, ce qui nous amène à parler de grossesse précoce aussi. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une grossesse précoce? Merci M. Dissa pour cette question. Et en fait, une grossesse précoce, c'est une grossesse qui a été conçue avant le développement physique, physiologique et psychique de la jeune femme. C'est-à-dire quand une grossesse est contractée avant l'âge de 18 ans. Et en ce moment, il se trouve que l'organisme de la femme n'est pas totalement mature pour pouvoir concevoir bien un enfant. Donc, à l'âge de 18 ans, le bassin, jusqu'à l'âge de 18 ans, le bassin n'est pas totalement mature. Donc, la maturité du bassin commence à partir de 18 ans, ou bien est établie à partir de 18 ans, mais ça peut changer d'une femme à l'autre. Donc ça, c'est la règle générale. Oui, effectivement. Mais là, ce n'est pas relatif à la taille, au poids de la femme, parce que nous voyons aussi des filles de 15 ans qui physiquement sont plus grandes, physiquement bien bâties que des filles de 18 ans. Oui, vous pouvez constater le développement des caractères sexuels secondaires. Maintenant, ce n'est pas lié au caractère sexuel secondaire externe, mais il s'agit du développement de l'utérus et de ses annexes. Donc, lui, dans son développement, il y a un temps pour ça. Ce n'est pas l'apparition de la première règle qui détermine la femme. Donc, la femme, c'est jusqu'à la maturité. Donc, quand on voit les premières règles, donc la femme a un temps. L'organisme de la femme s'adapte peu à peu jusqu'à la maturité. Donc, les termes auparavant qu'on utilisait une fois que la femme a vu ses règles, elle est femme. Oui, elle est femme parce qu'elle peut faire un enfant. Mais est-ce qu'elle est prête à concevoir réellement un enfant?
Donc c'est ça qui fait la différence. D'accord, merci Monsieur Traoré. Docteur Aïdara, alors cette maturité physique décrite par Monsieur Traoré, est-elle suffisante pour parler même de la maturité en matière de grossesse? Bien sûr que non. Vous savez, il y a plusieurs critères pour définir la maturité d'un individu, notamment les adolescentes. Il est vrai qu'on assiste de plus en plus à une période où on voit les adolescentes plus fortes physiquement. Elles ont l'air d'avoir un âge beaucoup plus avancé, alors que c'est le contraire. Il y en a qui ont l'air plus jeunes alors qu'elles ont dépassé l'âge de maturité. Mais ce qui est important, c'est bien sûr la maturité psychique. La maturité psychique, elle est valable pour une adolescente comme pour un adulte. Il y a aussi des adultes qui ne sont pas du tout matures, malgré leur âge. Là, on parle même au-delà de 18 ans. Donc, ça veut dire que tout se détermine en fonction du développement personnel, de l'équilibre, de la stabilité émotionnelle et psychique d'un individu. Donc, vraiment, la maturité psychique, c'est un élément déterminant pour statuer sur la fécondité ou le désir de grossesse en soi. En associant les deux maturités physiques et psychiques et psychologiques, alors, généralement, en milieu scolaire, elles dépassent à peine les 18 ans, surtout de nos jours, où elles sont au baccalauréat à 16 ans, à 17 ans. Et peut-on dire que toutes les grossesses en milieu scolaire, je n'ai pas dit universitaire, mais en milieu scolaire, sont d'ores et déjà des grossesses précoces? Oui. Alors, on va prendre le facteur âge. Donc, voilà, c'est le facteur le plus déterminant qui a été défini par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et il est vrai que les filles entrent beaucoup plus jeunes à l'école et elles arrivent au baccalauréat bien avant leurs 18 ans. Donc là, en prenant ce facteur d'âge, donc elles sont déjà précoces. Et si on prend aussi le facteur psychique, comme on vient d'en parler, donc ce n'est pas suffisant pour avoir vraiment une certaine maturité. Donc, quel que soit alpha, une fille qui n'a pas atteint le niveau baccalauréat, donc qui n'a pas 16 voire 18 ans, ne peut pas du tout être mature sur le plan psychique et physique. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qui est très important en termes de compréhension d'une personne, c'est de voir d'abord est-ce qu'elle est équilibrée sur le plan psychique. Je crois qu'il faut qu'on ne prenne plus trop en compte le facteur physique, parce que le facteur physique est un peu trompeur. C'est un peu trompeur. C'est vraiment essayer de voir est-ce que la personne, elle est mature, elle est stable, elle est en capacité d'assumer la prochaine phase de développement qu'elle va avoir. Est-ce que c'est une personne jeune, adulte, et ainsi de suite. Donc vraiment, les deux sont importants, mais moi je mettrais plus la balle dans le camp du facteur psychique. Naturellement, parce que vous êtes psychologue, docteur. Monsieur Koumaré, alors vos réactions par rapport à ces deux façons de voir la notion de grossesse précoce? Oui, mais monsieur dit ça, je pense que les deux conceptions se complètent en réalité. L'invité à ma droite a parlé de maturité physique. Le docteur a parlé de maturité psychique. Ça, c'est sur le plan mental. Moi, je pense effectivement que les deux doivent se compléter pour avoir la notion globale de maturité. Parce qu'on ne peut pas quand même dire que un tel ou un tel a une certaine grandeur et que cela prouve que l'intéressé est mature. Il y a le côté mental. L'équilibre mental est très important en la matière. Parce qu'on peut avoir le volume, mais sans pourtant avoir la maturité mentale nécessaire d'être prête à avoir un enfant. Donc c'est un peu cela que je voulais approfondir. D'accord. Du coup, je reste toujours avec vous, Monsieur Koumaré. Vous êtes enseignant, vous évoluez dans les lycées. Alors, au jour d'aujourd'hui, si nous devons voir la variabilité en fait, du phénomène dans le milieu scolaire, c'est-à-dire second cycle, lycée, alors lesquels sont les plus frappés? Est-ce qu'on peut parler d'une question de niveau d'instruction? Par exemple, plus on monte dans l'instruction, moins la fille est exposée à la grossesse précoce? Non, mais en fait, moi je dirais plutôt que c'est le même niveau. C'est le même niveau dans la mesure où jusqu'à 18 ans, c'est la période de l'adolescence. Maintenant, quand vous prenez les seconds cycles, les lycées et l'école professionnelle, on y trouve singulièrement des enfants qui ont moins de 18 ans. Ce qui fait que les déficits d'information jouent sur eux.
la fille en 9e année, la fille en terminale, il y a toujours ce déficit d'information qui est à la base de la grossesse précoce, surtout en milieu scolaire. Mais ce déficit d'information est dû à quoi? Oui, le déficit d'information, ça peut être dû à plusieurs choses. Parce que n'oublions pas que nous sommes dans la société malienne. Et dans nos familles d'abord, le sexe est un tabou. Ça, il faut se le dire. Donc, en général, dans la majorité de nos familles, il n'y a pas les parents qui discutent un peu avec les filles sur le sujet. Ensuite, quand vous prenez la communauté en général, il faudrait que les filles aillent vers l'information, la bonne information. Mais le problème, c'est qu'elles ne vont pas vers ça. Et c'est vrai qu'il y a des organismes qui s'organisent et qui vont souvent dans les différents établissements en vue de passer la bonne information, mais elle ne se fait pas de façon régulière. Voilà un peu sous quel angle je peux vous définir. Est-ce qu'on peut dire aussi que le phénomène varie selon que les filles soient citadines ou rurales? Oui, ces phénomènes peuvent varier parce que ce qu'il faut aussi reconnaître, c'est que dans la ville, l'information est plus accessible que dans la zone rurale. Donc, il va de soi qu'il y ait cette variante. Par exemple, quand vous prenez la zone rurale, vous allez trouver que les centres de santé sont parfois éloignés. Maintenant, pour que les jeunes filles puissent avoir l'information, il faut quand même que des organismes aillent vers eux, aillent vers elles, et ce n'est pas toujours le cas. Mais avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, au niveau de la zone urbaine, c'est encore plus accessible. Docteur Aïdara, entre les deux couches de filles, celles qui vivent dans les villages et celles qui vivent dans les villes, lesquelles sont les plus exposées selon vous? Bon, maintenant c'est très difficile de le dire, parce que, vous savez, il y a quelques décennies, les filles en campagne étaient, en guillemets, assez en retard sur la sexualité. De nos jours, dans les campagnes, les filles ont accès, comme le dit l'autre intervenant, à des informations qui sont sur les réseaux sociaux, par exemple. Et donc, elles découvrent beaucoup plus tôt certaines choses qui étaient auparavant accessibles aux filles des grandes villes. Donc, moi, je pense que ce soit en campagne ou dans les grandes villes, les filles sont exposées pratiquement au même niveau. L'exposition est égale. Elle est pratiquement égale. Il y a une petite différence, c'est que dans les grandes villes, les filles sont beaucoup plus libres. Elles sont beaucoup plus, je dirais, sujettes à des risques parce que les familles sont moins regardantes dans les grandes villes que dans les campagnes. Même si maintenant on constate que dans les campagnes, en termes d'éducation, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mais dans les grandes villes, par exemple dans la capitale de Bamako, les filles, elles sortent beaucoup plus souvent à 16 ans, à 17 ans, à 18 ans. Et donc, elles ont aussi une sexualité beaucoup plus anticipée que les filles qui sont dans les campagnes. Donc, ce qui fait que, de toutes les façons, qu'elles soient en campagne ou en grande ville, elles sont exposées. Mais les filles de grande ville peuvent avoir beaucoup plus de difficultés parce que, je crois qu'on va en parler plus loin, quand on regarde, quand elles veulent faire des IVG, donc des interruptions volontaires de grossesse, c'est beaucoup plus facile en grande ville que dans les villages. Donc là, quand même, le risque est beaucoup plus élevé en termes de risque si jamais elle n'arrive pas à terme de sa grossesse. Merci, Dr Aïdara. Madame Bamba, vous êtes père mobilisatrice jeune. Qu'est-ce que c'est qu'une père mobilisatrice? Merci, Monsieur Dissa, pour votre question. Un père mobilisatrice, c'est un jeune qui a reçu une formation en technique de communication pour former, orienter et sensibiliser d'autres jeunes. Et vous êtes très très jeune. Est-ce que vous arrivez alors à mobiliser, à informer, à sensibiliser d'autres jeunes par rapport aux grossesses précoces? Oui. Elles sont nombreuses ces filles? Un peu, oui. Mais est-ce que vous en parlez aussi avec les garçons? Oui. Et entre les filles et les garçons, lesquels vous écoutent le plus? Les filles. Les filles, pourquoi selon vous? Parce que, si on parle des garçons, bon, des fois, la communication entre filles et garçons, entre filles, c'est plus accessible qu'entre filles et garçons. Oui. D'accord. Mais entre vous et les filles, c'est-à-dire les filles qui sont plus âgées que vous et les filles qui sont moins âgées que vous, alors lesquelles vous écoutent le plus?
Les filles qui sont moins âgées que nous, que moi, oui. Et quelle explication avez-vous pour cela? Parce que les filles qui sont plus âgées que moi, et croient qu'elles ont plus d'expérience que moi. Parce qu'elles vont dire que je ne suis que leur sœur. Je ne peux pas leur enseigner alors que je suis inférieure à eux. Voilà. Côté âge. Oui. Maintenant, vous qui parlez aux filles, alors, est-ce que vous pouvez nous dire que les filles qui viennent des milieux favorisés et des milieux riches, c'est-à-dire les filles à papa, comme on dit entre guillemets, hein, les filles des riches, Oui. est-ce qu'elles sont moins exposées aux grossesses précoces que les filles qui n'ont pas de parents très très riches? Ou selon vous, c'est la même chose? Bon, selon moi, c'est la même chose. Parce que tout est lié à une question de comportement. Sinon, il n'y a pas de... On ne peut pas dire qu'elle est riche, elle ne peut pas contracter des grossesses précoces. On ne peut pas dire aussi qu'elle est pauvre, qu'elle ne peut pas contracter des grossesses précoces. Tout est lié à une question de comportement. Ça dépend de la façon dont elle est, dont elle se comporte, son attitude, quoi. D'accord. Et pendant que vous parlez de comportement, selon vous, quelles sont les causes en fait de grossesse précoce? Les causes des grossesses précoces, selon moi, sont les mariages précoces, l'incapacité des jeunes à résister au moindre désir sexuel, le désir de se marier avec les jeunes hommes ciblés pour le responsable de la grossesse, les mauvaises fréquentations, la curiosité sexuelle, la non-maîtrise pour ces jeunes filles du cycle menstruel. D'accord. D'accord. Merci, Madame Bamba. Monsieur Traoré, alors dans cette liste qu'elle vient de nous fournir, entre autres mariage précoce, l'incapacité de contrôler sa libido, le désir de se marier coûte que coûte à l'homme qui est responsable de la grossesse, les mauvaises fréquentations, la curiosité sexuelle, elle parle aussi de la non-maîtrise du cycle menstruel. Alors, laquelle de ces causes vous paraît la plus importante? Bon, merci pour la question, parce qu'il faut définir la situation dans le contexte réel. Et ici, au Mali, toutes ces causes-là sont fréquentes. Toutes ces causes-là sont fréquentes. Mais il y a les mariages précoces, et la non-maîtrise du cycle que je mettrais un peu d'accent. Oui, parce que, allez-y. Parce que comme vous le savez bien, les mariages précoces, parce que le Mali, c'est un pays de culture aussi. Donc, à travers la diversité des cultures, donc il est très difficile de gérer cette situation de mariage précoce. Donc, mais quant à la maîtrise du cycle menstruel, en réalité, si la femme arrive ou bien la jeune fille arrive à maîtriser son cycle, elle pourra bien éviter beaucoup de choses dans sa vie, vous m'excusez du terme, dans sa vie sexuelle. D'accord, mais qu'est-ce qui fait que au jour d'aujourd'hui, excusez-moi le pléonasme, mais au XXIe siècle encore, en ces temps de technologie, en ces temps d'Internet, en ces temps d'enseignants beaucoup plus ouverts aux jeunes, en ces temps de services adaptés, en ces temps de pères mobilisateurs, en ces temps de psychologues, en ces temps d'enseignants jeunes, comment est-ce possible qu'aujourd'hui encore des filles n'arrivent pas à maîtriser les cycles menstruels? Ok, sans aller plus loin, monsieur Dissa, et vous le savez aussi bien que moi, qu'au Mali, comme monsieur Koumaré avait si bien dit dans son introduction, en réalité, vous m'excuserez toujours de ces termes. Non, le sexe, c'est... Il faut qu'on en parle. On ne va pas dire que c'est tabou et nous-mêmes nous ouvrons l'expression de tabou. Effectivement. Ce n'est pas possible, ça ne peut pas aller. Oui. Il faut qu'on se libère. Oui. Ok. Mais on n'en parle pas. On n'en parle pas, monsieur. Hein? Oui ou non? On ne la parle pas. Personne ne l'en parle. Et la grande sœur a honte de le parler, de causer d'un sujet de sexualité avec sa sœur. La maman en a honte de l'en parler avec sa fille.
et la fille aussi en est honte de l'en parler. Donc il faut que ces dialogues entre parents et enfants soient établis. Parce que le monde est en train de changer. Le monde n'est plus comme auparavant. Donc les enfants d'aujourd'hui sont très intelligents. Ils sont très intelligents. Donc il faut que les parents les écoutent et que les parents se font écouter aussi. Parce qu'il faut écouter son enfant pour pouvoir le comprendre. Pour qu'il y ait un changement de comportement, il faut connaître les défaillances de la personne. Hein? Il faut connaître ce que la personne veut réellement dans sa vie. Donc quand toutes ces choses-là sont connues, donc même si elle est plus intelligente que toi, mais un parent est toujours plus expérimenté que sa femme et sa fille, hein, ou que son fils. Donc tu peux gérer sa situation avec ça. Donc il faut que les parents facilitent ces dialogues, la communication, et que, comme il a si bien dit dans son introduction, il faut que les gens aussi aillent vers les informations, surtout les jeunes, il faut qu'ils aillent vers les informations. Les centres des jeunes sont ouverts pour les jeunes, hein, et les prestations sont faites par les jeunes. Donc il ne faut pas qu'elle ait honte de venir consulter, de venir poser des questions, de venir chercher des conseils auprès des personnes et ressources. Donc c'est avec ça que ça peut changer. Sinon, il y a même des universitaires qui ne maîtrisent pas leur cycle. Leur cycle menstruel. Oui. D'accord, merci M. Traoré. Docteur Aïdara, dans cette liste de causes que Mme Bamba vient de nous fournir, je ne sais pas si vous aviez d'autres causes à ajouter. Sinon, alors, quelle est la cause sur laquelle vous mettriez vraiment l'accent? Moi, je crois qu'il faut essayer, dans un premier temps, de définir ce que c'est qu'un adolescent. Hein, parce que on ne peut pas parler de tout ça si on n'arrive pas à comprendre ce que c'est qu'un adolescent. Notamment une adolescente, une jeune fille. Hein, mais de façon générale, un adolescent, c'est un individu qui se cherche. Il se cherche parce qu'au sens propre comme au sens figuré, c'est un individu qui est dans un premier temps confronté à des transformations physiologiques, hein, donc vraiment qui essaie de se chercher. Il y a des réactions épidémiques qui sont là, hein, la puberté qui s'installe. Et dans un second temps, il y a ce qu'on appelle les sauts d'humeur. Hein. Il y a l'humeur qui change, parfois on est content, parfois on n'est pas content, on est impulsif, on est agressif, et puis il y a tous ces états d'âme. Donc ça, c'est déjà pour pouvoir comprendre la complexité de l'adolescent en tant que tel. Donc c'est vraiment important de le comprendre. Sur le plan psychologique, parce que je pense que c'est là qu'on peut édifier un peu plus les téléspectateurs, et notamment les téléspectatrices. Il y a ce qu'on appelle les carences affectives. Vous savez, on ne grandit pas de la même façon dans une famille. Il y a des enfants qui grandissent sans avoir une affection particulière envers leur père ou avec leur mère. Donc ces carences affectives, quand elles s'installent depuis la petite enfance, l'adolescent se retrouve à peu près déséquilibré, hein, perturbé sur le plan psychique, parce qu'il n'a pas pu bénéficier de tout ce dont il devait avoir depuis sa petite enfance. Ça, c'est très important. Sur le plan social, il y a ce qu'on appelle l'isolement social. L'isolement social et familial, c'est-à-dire qu'un enfant ou un jeune, il n'est pas compris par son environnement familial et social, et du coup, il va commencer à se replier sur lui-même. Quand il se replie sur lui-même, il va se poser beaucoup de questions et il n'aura jamais les réponses, parce que les adultes ne vont pas vers lui. Donc, comme les adultes ne vont pas vers lui, il va essayer d'avoir recours à ses pairs, P-A-I-R-S, donc les autres du même âge. Malheureusement, ce sont ces jeunes qui les déroutent. Parce que quand on va commencer à parler de sexualité, on va trouver que la plupart des jeunes qui sont autour de 14-16 ans, ils ont déjà commencé, d'une façon ou d'une autre, une certaine sexualité. Tout à fait. Hein? Donc, c'est très embarrassant pour un enfant ou un adolescent d'essayer de comprendre ce que c'est que la sexualité, alors que déjà dans la famille, il n'a pas été assez protégé, hein? Il n'a pas été sécurisé par ses parents, notamment par la mère, et du coup, il va être déséquilibré, fragilisé sur le plan psychique. Donc, si on prend ces différents facteurs, on va se dire que c'est normal que l'adolescent il soit confronté à plusieurs difficultés, mais notamment la sexualité, parce que c'est le sujet le plus tabou dans une famille. Même entre un adulte, au sein d'un couple, la sexualité n'est pas facilement évoquée. Hein? Donc, un adolescent qui est là, qui n'est pas assez équilibré, qui n'a pas de personne vers qui aller pour le guider,
pour essayer de comprendre, par exemple, ses menstruations, et qui se cherche, c'est vraiment quelqu'un qui se cherche, il ne va jamais se trouver, il va être perturbé. N'oublions pas qu'en milieu scolaire, les jeunes qui sont en début de puberté, les jeunes filles, elles sont parfois abordées par des garçons. Ça peut aller juste dans les toilettes. Beaucoup plus matures, qui vont essayer de les taquiner, les toucher sur les parties intimes, et puis, voire même essayer d'avoir des attouchements. Alors, il y a certains attouchements qui peuvent aller jusqu'à la pénétration. Hein? Donc là, ça va être difficile pour une adolescente qui ne sait même pas ce que c'est que la sexualité, qui est abordée par violence physique ou psychique par un autre jeune. Parce qu'il y a le viol. Le viol, ça se passe en milieu scolaire. Et ça, on n'en parle pas. Alors que c'est une des raisons principales pour pouvoir comprendre pourquoi les jeunes filles tombent enceintes et sont confrontées de par là à une grossesse précoce. Donc c'est vraiment quelque chose de très difficile à comprendre et à analyser. Mais tout simplement, quand les jeunes sont comme ça, confrontés à des difficultés de grossesse précoce, mais il y a la cravache qui est là, les parents ne sont pas là pour écouter, et c'est la sanction qui vient tout de suite, alors qu'ils ne peuvent pas comprendre que l'adolescente qui est tombée enceinte, ce n'est pas forcément de sa faute. Parce qu'elles sont victimes de violences, des fois des violences encore méconnues, des types de violences méconnues par notre société. Exact. Mais quand on doit regarder quand même le pourcentage, disons le total des filles qui tombent précocement enceintes, le viol représenterait combien de pourcents à peu près selon vous? Alors, dans les grandes villes, c'est aussi tabou. Hein, il y a très peu de recherches là-dessus, mais il y a à peu près 25% de viols qui sont commis et qui ne sont pas forcément des chiffres officiels. Hein, parce que dans les 25%, il y a à peu près une vingtaine, 20% de filles qui sont victimes de viols et qui ne vont jamais, vous savez, les filles ne vont jamais aller dire tout de suite qu'elles ont été violées ou touchées par quelqu'un. Donc c'est uniquement quand elles viennent, notamment en consultation, qu'on découvre que les difficultés qu'elles ont dans le comportement, ça résulte d'un acte de viol. Parce que, forcément, quand on est violé, on touche à l'intimité de la personne. C'est la chose la plus chère pour une jeune fille de se voir violée par un garçon qu'elle n'a jamais souhaité approcher. Hein? Donc là, ça devient quelque chose de très compliqué. Donc le viol reste quand même un facteur très important à prendre en compte chez ces filles victimes de grossesse précoce. Merci, Dr Aïdara. Monsieur Koumaré, parmi les causes, vous parleriez surtout de laquelle? Bon, parmi les causes, moi, je vais m'apaisantir assez sur le manque d'information et d'éducation sexuelle. Je l'ai dit tantôt, dès lors que la vraie information n'est pas en possession de ces filles, elles peuvent être victimes de beaucoup de choses. Parce que moi, je l'ai dit, l'école, c'est un centre d'apprentissage. Maintenant, il y a une matière qu'on enseigne à l'école, l'économie familiale. Et à travers cette matière, je pense que beaucoup de jeunes filles scolarisées apprenaient beaucoup par rapport à la sexualité. Mais je constate quand même que de nos jours, cette matière n'est plus enseignée comme avant. Mais donc, il va de soi que si les élèves n'apprennent pas à l'école la sexualité, cela puisse avoir un côté défaillant. C'est pourquoi je dis, moi je mets plus le point sur les déficits d'information. Ça ne plaira à aucune fille de voir sa carrière brisée en un laps de temps. Maintenant, qu'est-ce qui peut les pousser à se prémunir comme ça? Je pense que c'est l'information, la vraie information et la bonne. D'accord. Et vous avez dit dans votre propos liminaire que alors, ces filles-là ne partent pas vers la bonne information. Mais qui est-ce que vous interpellez par rapport à cette situation pour que les filles puissent aller à l'info? J'interpelle tout le monde. J'interpelle et les autorités, et les parents, et les filles elles-mêmes. Parce que les autorités, pourquoi? En réalité, la grossesse précoce en milieu scolaire, il ne faut pas se mentir, c'est un fléau. Donc, si le constat est fait que c'est un fléau, les autorités doivent s'y mettre en vue de le combattre. Ensuite, après les autorités, j'ai dit, j'interpelle aussi les parents. À défaut de parler d'un sujet tabou avec les enfants en famille, il faudra quand même les diligenter vers les centres d'écoute. Lui, il a eu à le dire, il y a des centres d'écoute qui sont là pour pouvoir mieux appréhender les problèmes des filles, mieux les sensibiliser, mieux les informer. Maintenant, aux filles, qu'est-ce que je vais dire?
il y a des exemples qui se passent sous leurs yeux. Il y a certaines de leurs collègues qui ont été victimes déjà de cela. Maintenant, pour pouvoir éviter de tomber dans la même situation, il va de soi qu'elles puissent un peu lever la tête, voir la réalité et aller vers la vraie information. D'accord, mais je voudrais parler quand même à un moment donné d'un cas qui est quand même à voir, à analyser sérieusement, parce que Mme Bamba avait parlé de mariage précoce comme alors, une des causes donc des grossesses précoces. Il va de soi. Alors, mais que dire par exemple à ces parents qui se disent que l'enfant d'aujourd'hui, surtout les filles d'aujourd'hui, sont difficiles à éduquer. Il faut rapidement les envoyer chez leur mari avant qu'elles ne remplissent ta maison d'enfants nés hors mariage. Face à une telle situation, alors, disons, comment vous analysez cette situation, M. Koumari? Oui, en fait, mon analyse sur la situation, elle est simple. Les parents, ils voient les mauvais côtés de la chose. Quand je dis les parents voient les mauvais côtés de la chose, il ne s'agit pas de se dire c'est très difficile d'éduquer les filles aujourd'hui. Mieux vaut les envoyer très vite dans un mariage. En faisant cela, les parents, en quelque sorte, fuient les responsabilités pour aller se remettre dans la main des filles. Parce que, qu'est-ce qu'on a dit? Même quand vous prenez notre législation en matière de droits des enfants, on dit que les parents ont l'obligation d'éduquer son enfant. Ça veut dire que l'obligation d'éduquer l'enfant pèse sur les parents. Moi, je ne peux pas quand même comprendre que les parents puissent fuir cette obligation et aller donner la fille en mariage bien avant l'âge. Maintenant, est-ce qu'ils se rendent compte qu'en donnant la fille dans un mariage précoce, est-ce qu'ils se rendent compte réellement des conséquences? J'en doute fort. C'est pour cela qu'on doit aller au niveau de la sensibilisation à l'égard de ses parents aussi. Quelles sont les conséquences fâcheuses que le mariage précoce peut avoir sur la vie de la fille adolescente? Il faudra que les parents le sachent. D'accord. Voilà. Merci, M. Koumari, Mme Bamba. Alors, vous faites la paire mobilisation depuis combien de temps maintenant? 3 ans. Depuis 3 ans? Oui. Et vous aimez ce travail-là? Et qu'est-ce que vous aimez le plus dans ce travail? Monsieur dit ça. Vous savez, la population malienne est plus que majoritairement jeune. Dans cette population jeune, j'arrive à sauver des vies. J'arrive à prévenir des grossesses précoces. J'arrive aussi à donner des informations sur les méthodes contraceptives. Justement, M. Koumari parlait tous des conséquences en fait de certaines pratiques, telles que par exemple envoyer précocement les filles chez un mari, donc en mariage. Merci M. Aïdara. Alors, ça va nous amener à parler des conséquences des grossesses précoces. Quand vous échangez avec les filles, est-ce que vous avez l'impression qu'elles savent que quand on couche, alors on tombe enceinte? Est-ce que les filles savent ça? Bon, selon certaines filles, elles croient que après avoir utilisé ou appliqué les méthodes contraceptives, elles croient qu'elles ne peuvent pas tomber enceinte, alors que ce n'est pas le cas. D'accord. Mais est-ce qu'il vous arrive de leur parler des conséquences de si jamais elles tombaient enceintes? Les conséquences. Ouais, est-ce que vous leur parlez des conséquences des grossesses précoces? Oui. Et vous leur parlez de quoi comme conséquences? Je leur parle des conséquences comme l'absentéisme répété en classe, l'abandon des études, oui, les traumatismes, les troubles familiaux, le manque de confiance en soi et aux autres, les risques de maladie, VIH, les avortements et infanticide. D'accord. Et dans cette liste de conséquences, quelle est la conséquence que vous avez le plus observée? Par exemple, entre avortement et manque de confiance en soi, entre abandon scolaire et le suicide, ainsi de suite. Quelle est la conséquence que vous avez vraiment le plus observée sur le terrain? Les troubles familiaux. Ah oui? Ça provoque des troubles familiaux de quel genre, de quelle nature? Bon,
les malentendus entre les parents. Parce que des fois, les pères croient que ça vient de la maman. Oui. D'accord, le père pense que ça vient de la maman. Effectivement, quand même, nous qui sommes d'un certain âge, effectivement, nous avons quand même entendu nos papas vraiment dire ça plusieurs fois à nos mamans. Mais M. Traoré, alors, les conséquences, elle vient d'en parler. Parmi ces conséquences-là, elle parle d'abandon des études, elle parle d'avortement. Alors, comment la prise en charge en fait s'organise généralement? Par exemple, chez vous qui êtes en service de santé adapté aux jeunes, quand une fille arrive à vous, qu'elle est enceinte, quel est le premier réflexe tout de suite qui vous anime? Merci. Vraiment, vous m'envoyez dans mon terrain. Effectivement, quand elle nous arrive, quand elle m'arrive dans mon centre, moi en tant qu'infirmier scolaire, parce que n'oubliez pas que j'évolue dans un lycée, c'est des choses que je fréquente et que je remarque très souvent. Donc, ma première réflexion, c'est un appui psychologique de la jeune fille. Là, vous allez vous entendre avec M. Oui. Okay. Parce que si on ne l'appuie pas psychologiquement, elle peut tomber directement dans l'erreur. Ouais. Elle peut aller même vers l'avortement. Elle peut aller même vers la suicide. Parce que comme elle a si bien dit, avec les troubles familiers, donc les filles peuvent s'adonner à la mort. Ouais. Pour éviter les disputes entre ses parents. Mais ce que je pose comme acte, en réalité, c'est un appui psychologique de la jeune femme. Donc, je l'accompagne psychologiquement. Je me rabats un peu sur elle jusqu'à ce qu'elle comprenne que vraiment tout n'est pas perdu. Oui. Elle a eu une grossesse, mais tout n'est pas perdu. L'espoir est toujours là. Donc, si elle arrive à bien entretenir cette grossesse et jusqu'au terme, elle peut mieux s'en sortir que de s'avorter. À l'avortement, surtout à l'avortement clandestin. Ou même au suicide. Voilà. Mais nous savons quand même, nous savons tous que c'est facile de penser à l'avortement à un certain âge. Mais le suicide, quand même, je le découvre avec vous. Je le découvre. Mais vous avez vraiment vu des cas où les filles se suicident parce qu'elles sont tombées enceintes, M. Traoré? Oui, ça existe. Bon, rarement chez nous, au Mali, les gens s'appuient de façon mutuelle. Mais le monde est en train de changer. Le monde s'individualise. Il y a des filles qui n'en parlent pas. Parce qu'avec les garçons avec qui elle a contracté la grossesse, le garçon peut mettre un peu de pression sur la fille. Et il y a des parents aussi qui peuvent chercher leurs enfants. Donc un enfant qui est laissé à elle et à lui-même peut s'adonner à beaucoup de pratiques. C'est des cas que nous constatons rarement, mais ça existe. Mais quel est, par exemple, rapidement, votre message par rapport aux parents dans des situations comme ça, quand un parent apprend que sa fille est enceinte, sa fille qui n'a même pas 18 ans est enceinte, une fille sur laquelle il avait fondé beaucoup d'espoir, à qui il a donné tant d'amour, il a investi tant d'argent pour son éducation, sa formation et tout. Nous pouvons quand même comprendre aussi les parents dans ces réflexes-là, de mettre la fille dehors, mais qu'est-ce que vous avez comme appel à leur endroit? Je leur dirais de ne pas chasser leurs enfants. Parce qu'un enfant est précieux. Un enfant est précieux, surtout une jeune femme. Donc il ne faut pas la livrer à elle-même. Parce que les causes peuvent être multiples. Ça peut être une cause liée même aux parents. Donc il ne faut pas se décharger sur la jeune fille. Des causes liées aux parents, expliquez-nous ça rapidement. Donc il s'agit des causes liées à l'information et à la sensibilisation émanant. C'est vrai. Voilà. Quand les parents, les pères surtout, sont tellement absents de nos jours. Il y a des parents qui font de leur mieux. D'accord. Il y a des parents qui font de leur mieux, mais si l'erreur est faite,
Mais il ne faut pas... Ça dit toujours est-il que la responsabilité voilà, est commune. Est commune. Il faut donner une seconde chance à cette jeune fille, et la rapprocher, l'aider à soutenir jusqu'à ce que cette grossesse soit à terme. Ça peut l'aider à être une leçon pour ses autres camarades. Tout à fait. Voilà. Merci, Monsieur Traoré. Docteur Aïdara, les conséquences? Elles sont multiples. Hein. Elles sont multiples. Je crois qu'il faut essayer de comprendre aussi ce SOS qui est lancé par les filles qui désirent tomber enceintes. Parce qu'il y a celles qui sont violées, il y a celles qui désirent tomber enceintes. En général, c'est un message qui est lancé vers l'entourage, vers la famille. C'est-à-dire qu'une adolescente qui n'arrive pas à avoir un certain statut social, un certain statut familial, va essayer d'attirer l'attention de son entourage vers elle-même. Elle tombe délibérément en grossesse. Et quand elle tombe délibérément en grossesse, elle va se dire, maintenant, je suis quelqu'un, entre guillemets. Vous savez, c'est cet état narcissique. Hein, les jeunes qui aiment bien se plaire. Et là, la fille, elle est la mieux placée. Hein. Elle est coquette, elle est jeune, elle est en pleine puberté. Elle se dit, bon, comme on ne me considère pas, on me traite toujours comme une petite fille, une gamine, allez, je vais tomber enceinte. Et donc, c'est pour vous montrer que je suis. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment à prendre en compte. Mais malheureusement, les parents ne sont pas des psychologues. Ouais. Malheureusement, les parents n'ont pas cette attention ou cette facilité de comprendre les messages qui sont véhiculés par ces filles qui tombent délibérément en grossesse. Donc, elles sont en permanence à la recherche d'une attention particulière. Surtout si elles ont un petit copain qui les maltraite, qui les brutalise, qui les dénigre. Donc là, il faut bien qu'elles trouvent un certain équilibre ailleurs. Donc l'équilibre n'est pas en famille, n'est pas avec le copain. Donc elles vont se dire que bon, je vais tomber enceinte, je vais devenir une fille, voire une femme. Et c'est de là que va naître le désir d'enfant. En psychologie, c'est très important, le désir d'enfant. C'est-à-dire il y a le désir de grossesse et ensuite il y a le désir d'enfant. Parce que à travers la grossesse, on est une femme. Parce qu'on va enfanter, on va allaiter et finalement on va avoir un certain statut social. Donc c'est quand même sur le plan psychologique quelque chose de très important. Et si on n'arrive pas à aider, à accompagner cette fille ou à savoir pourquoi on l'a maltraitée pendant un certain nombre d'années, parce que j'avais parlé de carences affectives durant la petite enfance, donc cette fille, elle va se retrouver très vite prise dans un piège, dans un engrenage. C'est pour ça qu'on voit chez plusieurs adolescentes, elles ont des grossesses répétées, voire des avortements répétés. Et ça devient très compliqué sur le plan psychologique, parce que une fille qui est à peine mature, qui tombe enceinte, essaie de faire un avortement, puis un deuxième, ou accouche suite à une fois, deux fois, et parfois de pères différents. Donc vous voyez, qu'est-ce que ça peut faire sur le plan psychologique? Ça déséquilibre vraiment la petite fille. Malheureusement, on est dans une société où la sanction est assez très rude. C'est quelque chose d'inacceptable pour les parents, parce que ça ternit l'image de la famille. Et donc, les parents vont renvoyer la fille. Et malheureusement, on n'a pas un autre parent tiers dans la famille, un oncle ou une tante, qui va essayer d'engager des pourparlers, de jouer au médiateur pour pouvoir calmer le dégât que la demoiselle a commis. Et imaginez si elle est en pleine année scolaire, elle risque d'être chassée de l'école parce qu'elle a contracté une grossesse, voire même elle peut avoir un désintérêt pour l'école et se consacrer pleinement à sa vie de future femme. Donc c'est vraiment compliqué. Je pense qu'il faut être très vigilant. Comme l'a dit M. Traoré, on attire l'attention, bien entendu, sur les parents, qui doivent être 2 fois plus vigilants, parce que les filles sont beaucoup plus exposées aux grossesses qu'il y a 10-20 ans. Et ça, je crois qu'il n'y a pas de doute. On est tous au courant de ça. Même s'il y a des tabous dans la société, on sait qu'il y a des filles qui commettent des avortements clandestins. Avant, c'était des méthodes vraiment moyenâgeuses. Maintenant, elles vont aller voir des infirmiers, elles vont aller voir des médecins, parce qu'elles arrivent à avoir de l'argent par-ci, par-là, et vont aller avorter clandestinement. Et finalement, quand elles viennent beaucoup plus grandes vers nous en consultation, on se rend compte que ce sont les filles qui ont eu beaucoup de complications en termes d'accouchement, parce qu'elles ont commis énormément d'avortements, et ensuite, à ces avortements, s'en sont suivis des complications sur le plan gynécologique, et donc du coup, les filles, elles vont avoir une vie conjugale très très difficile, que les maris ne peuvent pas forcément comprendre. Ça peut générer à moyen, voire à long terme, des complications au sein du couple, alors que les choses datent depuis très très longtemps. Et ça, on n'a pas malheureusement ce regard. Donc, je dis, bien entendu, il faut que les parents soient
à l'écoute de leurs enfants, mais aussi les autorités. Parce que l'éducation sexuelle, moi je crois, c'est quelque chose d'incontournable. M. Koumari l'a dit, il faut vraiment qu'on en fasse une priorité. Et ce problème, pour en finir en 2 secondes, c'est une question de santé publique. Pour moi, quand ça prend une certaine ampleur, ça devient une question de santé publique. Ça veut dire que l'État doit prendre ses dispositions et tous les professionnels doivent avoir vraiment une conscience professionnelle pour accompagner du début jusqu'à la fin ces filles qui sont en grande difficulté. Sans ça, vraiment, on va avoir des filles qui vont vraiment souffrir pendant de très longues années. Merci, Dr Aïdara. Monsieur Koumari, réaction par rapport aux conséquences? Oui, les conséquences, je pense que mes 2 prédécesseurs en ont déjà suffisamment dit. Mais moi, ce que je pourrais un peu rajouter à cela, c'est qu'il y a d'abord des risques pour la santé. Des risques pour la santé de la jeune fille et des risques pour la santé de l'enfant même qu'elle porte, du bébé. Est-ce que vous voyez? Le corps n'étant pas mature, ni sur le plan physique, ni sur le plan mental, il va de soi qu'il y ait des complications le plus souvent, soit au niveau de la grossesse ou au niveau de l'accouchement. Ça c'est un premier point. Ensuite, le second point, c'est la déscolarisation, ça c'est clair. Parce que je vais vous parler d'un chiffre du plan Mali qui dit qu'il y a 58% des filles scolarisées qui, lorsqu'elles tombent en état de grossesse, ne retournent jamais ou rarement à l'école. 58%. Donc, ça veut dire quelque part que, en réalité, ça met un frein presque à la scolarité des filles. Ensuite, la troisième conséquence que je vais aborder, c'est la marginalisation. Le docteur l'a touché déjà. Le plus souvent, quand les filles sont enceintes à cet âge-là, elles se font rejeter par des familles. Parce que, je l'ai dit, nous sommes au Mali, dans notre culture, le plus généralement, les familles tiennent beaucoup à la virginité, même si ça ne se dit pas. Donc la jeune fille qui tombe grosse, étant adolescente et n'étant pas mariée, quelque part, elle se fait rejeter par sa famille. Et dès lors que cela aussi est fait, ça veut dire que quand elle se fait rejeter par la famille, ça veut dire que c'est le chaos. C'est le chaos en un mot. Parce qu'elle va se trouver confrontée à plusieurs aléas. On a dit, la rue ne dit pas. C'est vrai. Voilà. Merci, M. Koumari. Plus que 5 minutes nous séparent de la fin de l'émission. Ça passe si vite. Madame Bamba, un dernier mot. Quelle politique de prévention faut-il avoir pour qu'il y ait plus de filles qui tombent précocement? Cette question pour tout le monde. Il faut les types de prévention qu'il faut prendre. Il faut que les parents prennent l'habitude de communiquer avec leurs enfants, de ne plus faire du sexe un sujet tabou, de expliquer les difficultés des grossesses précoces en milieu scolaire. Expliquer aux jeunes filles l'importance de la maîtrise du cycle menstruel. Interpeller l'État à prendre des lois et des politiques pour protéger les adolescents des mariages précoces. Merci Madame Bamba. Monsieur Traoré, 1 minute. Merci Monsieur Dissa. Il faut un peu axer à la fois en premier lieu sur l'abstinence. Et après quoi, comme c'est devenu un échec total par rapport à cet état, donc il faut accepter la contraception. Vraiment, il faut accepter la contraception. La contraception n'est pas faite pour que la jeune femme ne tombe jamais enceinte. Mais c'est juste pour la protéger contre les grossesses non désirées, les grossesses précoces. Et ça permet aussi à une économie familiale quand c'est adopté. Parce qu'une femme qui arrive à avoir une bonne période intergénésique, à peu près 3 à 4 ans entre ses enfants, elle a le temps de s'occuper de soi, de s'occuper de son mari et de sa famille. Donc, il faut se focaliser sur ça et il faut créer beaucoup de centres jeunes. Et que des autres ONG aussi se joindre à PECI pour former des prestataires jeunes dans d'autres établissements scolaires et des centres jeunes. Merci, Monsieur Traoré. Dr Aïdara, 1 minute. Je pense que la chose la plus importante, c'est déjà que les parents au sein de leur famille essayent d'adopter un climat de confiance avec leurs filles. Plus on parle tôt de la sexualité, plus on va avoir
une meilleure vision de la sexualité par ces jeunes filles. Hein. Et elles vont aussi, sur un autre plan, se confier plus facilement à leur mère. Hein. Donc les mères vont non seulement leur dire que c'est dangereux d'avoir des rapports sexuels, mais elles vont leur dire aussi n'avorte pas. Hein. Donc le climat de confiance, c'est quelque chose de très important. C'est pour pouvoir faciliter une certaine complicité entre les parents et les filles, mais aussi prémunir la santé de cette jeune fille qui est là. Donc ça, je crois qu'on n'a pas d'autre choix que de commencer par la famille, que les familles s'ouvrent envers leurs enfants, comme dit Mme Bamba. Vraiment, ce climat de confiance à tous les niveaux, avec les garçons comme avec les filles. Et que ça permet de prémunir ces jeunes qui sont exposés à des risques vraiment démesurés. Merci, Dr Aïdara. M. Koumari. Ok, moi, j'aborderai dans le même sens que les prédécesseurs. D'abord, la première solution pour moi, c'est la sensibilisation et l'information. Sensibiliser d'abord les parents en vue qu'ils puissent échanger avec les jeunes filles à la maison. Ensuite, sensibiliser et informer aussi les jeunes filles des conséquences fâcheuses des grossesses précoces. Ça, c'est ma première solution. La seconde, ça va être quoi? Des plaidoyers auprès du gouvernement. Parce qu'il faudrait que nos autorités vraiment s'assument par rapport à ces fléaux, puisqu'il en est un. Ensuite, troisième solution, la mise à disposition des moyens de contraception. Voilà, comme l'a dit M. Traoré. Et enfin, je vais insister là-dessus, il faudrait revenir avec la matière qu'est l'économie familiale au niveau de nos établissements, à l'école. C'est très important. D'accord, merci M. Koumari. Mesdames, Messieurs, c'était votre émission thème de ce vendredi. Les grossesses en milieu scolaire, causes et conséquences. Et pour en parler, nous étions avec le docteur Ibrahim Aïdara, psychologue, promoteur du cabinet Psy 2A, M. Garangolo Boubacar Koumari, juriste, professeur principal de droit de l'enseignement secondaire général, Mme Adjaratou Bamba, père mobilisatrice jeune PSI, population service international, et M. Issa Traoré, infirmier d'État en service au lycée technique de Sikasso, prestataire au service de santé adapté aux jeunes. Pour ma part, ce fut un plaisir de vous présenter ce numéro thème. Nous nous donnons rendez-vous vendredi prochain pour une autre aventure thématique. Portez-vous bien et passez un excellent week-end. Merci.